Pour aller très vite, pour être trop long, comment faire? Alors, il faut dire d'emblée ce qu'il faut dire, ce qu'on a envie de dire, et on oublie toujours à la fin de dire le principal. Alors, je veux parler, j'aurais voulu parler subjonctif imparfait. Si je ne me trompe pas, parce que je ne pratique pas subjonctif imparfait, ni en écrit, ni en parole, pas trop souvent, parce que bien que je suis comme une plongeur de Delos, je suis toujours dans la profondeur du temps déterminé. Effectivement, pour crier, pour formuler une phrase depuis ce fondateur, depuis cette fondation, sans fond, en forme grammaticale de subjonctif imparfait, qui est finalement une sorte de narration, si ce n'est pas un soliloque. Mais dans mes soliloques, je suis plus schématique et je ne suis pas si compliqué grammaticalement. Voilà, donc je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser jusqu'à maintenant subjonctif imparfait et je ne peux former qu'une seule phrase pour vous rappeler seulement vos temps écoliers. Nous eussions été là, comme plutôt, en fait, pour être complet, comme si nous eussions été là avec toi depuis ce toujours incertain. Voilà, c'est à peu près, je vous ai fait sentir de quoi je veux parler. Je veux parler pour trouver une solution impossible, parce que j'ai déclaré dans l'un de mes enregistrements que je n'ai pas eu l'occasion de réécouter, parce que c'est très parsemé, c'est sur la praxis d'abord, j'essaie de repérer là où je parlais de la praxis d'une manière condensée. Je me rappelle d'un titre, c'est une sorte de conjuration de parler de la praxis. Ça, je me rappelle très bien de l'origine de cette idée. Ça vient de Sohrawardi et il fait parler plutôt Muhyiddin Arabi ou Ibn Arabi. Bon, donc les élites, les intellectuels d'Andalousie, ils se font une république de scientifiques ou de mystiques et ils se sont conjurés de ne pas parler devant tout le monde, même en intimité. Et de quoi les mystiques, c'est-à-dire eux, auraient pu être capables de faire, mais ils ne le font pas, même ils le font, c'est pas de l'ordre de praxis ou de faire, et c'est impossible d'en parler et ils se conjurent de ne pas en parler. Voilà, il y avait un titre de mon enregistrement, c'est comme impossible d'en parler ou bien c'est plutôt une certaine conjuration de ne pas en parler. Ça, on le met à côté. Et l'autre jour, j'ai déclaré dans l'un des chapitres de mes enregistrements que la langue française est l'une des rares langues orientales et qui a gardé une certaine complication des temps subjonctifs. Moi, j'identifie dans cette phrase, dans ce titre, donc l'état d'esprit subjonctif avec un certain état d'esprit oriental. Comme on dit, la mère de Juifs, vous voyez, il y a des chaînes comme ça, les lieux communs, c'est l'un de ça. Effectivement, les orientaux, y compris les juifs, les mères des juifs, ne sont pas trop rationnelles ou bien ultra rationnelles, trop formalisatrices, ou bien elles sont plus profondes, ou bien elles sont
superficielle, très compliquée, mais en Orient, effectivement, sans subjonctif, c'est-à-dire, je dis en turc, dilek kipi, les choses ne fonctionnent pas. Bonjour, au revoir, adieu, tout sont, pour ne pas dire justement des prières, parce que le mot prière qu'on utilise dans la traduction d'Aristote, je crois, dans la Poetica, là où Aristote déclare que en rémunérant toutes les formes ou modes rhétoriques ou poétiques, il déclare que, alors, en ce qui concerne la vérité ou degré de vérité, valeur de vérité, les prières ne sont ni vraies ni fausses. Là, on ne peut pas oublier quand même, mais est-ce qu'on parle vraiment de prière? Est-ce qu'il s'agit d'une bonne traduction ou bien simplement de vœux qui n'est pas loin, mais prière, effectivement, depuis le Moyen-Âge, est devenue quelque chose de plus spécial, sûrement en rapport avec les prêtres et les cérémonies ou aumôniers, donc c'est quelque chose devenu rituel. Mais on peut prier même dans le christianisme tout seul, je suppose, mais malheureusement c'est comme dans l'islam, à ma connaissance, sunnite, donc chez nous en arabe d'abord, donc mémoriser sans comprendre la signification dans sa totalité, on ne répète que par mémoire, apprendre à cœur, disait-il Monsieur Derrida dans son petit essai ou opuscule intitulé « Qu'est-ce que la poésie ?» Apprend par cœur intimement lié dans ce texte de Derrida à la poésie. Donc, poésie aussi peut être considérée quelque chose comme de l'ordre du vœu ou de la prière. Donc, au-delà du vrai et du faux. Voilà, l'un des versants, effectivement, de mon propos, c'est comment on tombe dans le piège du vrai et du faux. Et disons, pour s'arranger, pour faire une cessez-le-feu avec nos adversaires. Vrai et faux existent, mais dans le domaine de l'objectivité ou dans le domaine de l'expérience, même pas dans le domaine de l'ethnie, le vécu, mais Farum au sens étroit du terme. Dans une économie restreinte, on peut parler du vrai faux, du vrai et du faux. Et moi-même, je fais souvent des erreurs. Des erreurs dans l'instrument, des erreurs de faute d'orthographe et une certaine confusion entre avant et après. Donc, dans l'autre chronologie, je l'ai fait. Dernièrement, je l'ai fait dans cette grande déclaration dans mon blogspot. En ce qui concerne cette poésie cette poésie de moi sera écrite comme une riposte, une réponse dans une bout de la nuit contre les propos de 16 juillet alors que le film, mon film se date soit 16 ou 17 juillet, mais le poème n'était pas une riposte parce que c'était écrit et publié à l'instant même le 8 juillet. C'est une erreur. Je vais le corriger par une simple erratum. Mais voilà. En plus, ça concerne la date de publication d'une poésie, mais rien de poétique. Mais c'est une erreur, j'accepte. Je n'ai pas trop réfléchi sur la grande signification profonde. Une autre erreur de ma part qui m'a choqué, alors que j'étais en train de amener vers une conclusion, mes grandes recherches concernant les concours de circonstances, c'est par une certaine commodité, je l'appelle ça, parce que c'est une chose même
est donc innommable, mais il fallait bien analyser le distinguer dans ces éléments constitutifs, et donc j'accepte de parler de Fortuna, Tuccia, bon moment, moment voulu, moment propice, chance, la surprise d'événements, ce qui se prépare à notre insu, voilà, concours de circonstances. Donc une certaine théorie de hasard, disons, pour simplifier les choses, et de quoi de quoi, voilà. Le discours doit s'arrêter un moment, mais l'erreur consiste dans un film dans lequel je fais l'état de ce genre de choses concernant notre rencontre au mois de avril 2020, donc en plein confinement avec Momo. Donc un Syrien, même pas immigré, vous savez en fait le statut immigré, ça concerne les Nations Unies, donc nous protégeons les sans-papiers, les sans-papiers sous une autre couvert pour ne pas qu'ils soient entrés sous contrôle des Nations Unies et vers lesquels nous aurions, nous aussi, cette fois-ci, en tant qu'État turc, des responsabilités et des comptes à rendre. Donc, les Syriens à la merci de tout. Et donc, dans les premiers jours de confinement et avant mon grand enfermement de quoi hospitalière, très hospitalière, de mai 2020, donc il y a tout un vide dans ma vie qui concerne le mois d'avril de 2020. Donc j'en faisais l'état dans un film que je n'ai pas publié, mais j'essaie un bout d'occasion pour en faire l'état, élargi, mais j'ai constaté, enfin, d'abord découverte, redécouverte de ce film, de cette vidéo m'a enchanté, mais en vérifiant justement si c'est vrai ou faux, en faisant des vérifications en écrit, en fait, dans ce que j'écrivais en série, les séries morales, donc j'ai comparé les dates. Parce que la question, est-ce que j'ai prévu ou pas mon rencontre depuis au moins 15 jours, mais depuis 2 mois peut-être. Il y avait un venu, au sens anglais du terme, venu d'une révélation à venir, quelque chose qui est en train de venir, et je me prépare d'une manière intense, comme ces 3-4 mois de cette année 2024. Ce sont des années de Zozo 2020, Zozo. Alors, et j'ai remarqué que mon montage, c'était des fictions autobiographiques, était à moitié vrai. À moitié, j'ai attendu la venue. Et avec certaines métaphores ou les adjectifs, adverbes, etc., j'ai déchiffré selon ma science à moi de lecture, auto-lecture, auto-déchiffrement, parce que mon écriture, soit en tant que manuscrit, soit en tant que contenu métaphorique avec tout ce déplacement de sens interminable, mon texte à moi me devient opaque, c'est-à-dire non transparent, non immédiatement saisissable. Donc, après une grande herméneutique sur mon texte dans ce café il y a quelques mois, là où je cherche une machine à coudre sur Alice à la André Breton, que j'ai trouvé ce café. D'ailleurs, c'est une voiture
elle-même, eh bien, je fais une lecture attentive, déchiffrement total de ce texte en question, et je remarque qu'il y a un appendice à ce texte qui est écrit après avoir rencontré un moment. Donc, à moitié vrai. Donc, il y a une venue préparation d'un moment, et il y a, bien sûr, pendant un mois, et il y a un enfermement, un silence total de ma part au mois de mai 2020, au mois de juin, effectivement, c'était une fête religieuse, on m'a laissé sortir, etc. Mais quand même, 2021, 2021, 2022, 2023, ça n'existe même pas dans ma vie. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. En grosso modo, on peut toujours en trouver des choses encore plus stratégiques que j'imagine. Mais pour rester dans les limites de ce film, je faisais une surenchère donc sur mon première intuition, absolument pas une fiction. Fiction, c'est notre vie. C'est pas ce que nous faisons. Ça peut être la fiction. Effectivement, l'erreur, ça concerne une certaine confusion de dates, mais quand il s'agit d'écriture littéraire, effectivement, on écrit par habitude des dates dans la page, mais quand même unité d'un texte ou assemblage des différentes parties qui fait la littérature, donc c'est pas une sorte de journal intime, un texte littéraire, et les morales en série étaient profondément littéraires. On peut dire anti-littéral, non, j'accepterai pas. C'est au sens dans l'expérience des limites de la littérature en langue française, hein, c'est toujours faussement, je feignais d'écrire à la manière du 18e, français du 18e, mais je tombais dans l'archaïsme de Rabelais. C'est parce que je rêvais écrire. Il y a une occasion, bien sûr, dans le média social qui m'a incité à écrire comme ça, parce qu'il écrit un français du XIIe siècle, quelque chose comme ça, mais en orthographe du XIIe siècle, donc avant plusieurs réformes, mais il ne se interdisait absolument pas de parler d'aujourd'hui avec cet orthographe et avec ce français. Donc il m'a beaucoup influencé, je suppose. Bon, alors, c'est pas grand chose, mais je veux dire que l'erreur existe, mais dans les choses de la chronologie, bien sûr, il y a des oublis, des mauvaises mémoires, les accidents de mémoire, qui sont significatifs aussi pour Freud dans son grand travail intitulé La psychopathologie de la vie quotidienne, là où les lapsus, etc. Tout a sa valeur symptomatique. Donc j'accepte l'erreur. Alors, praxis, quel rapport? Praxis, c'est Marie d'abord, et interdiction d'en parler en détaillé et d'une manière analytique, comme s'il s'agissait d'une méthodologie, un programme à suivre. Donc, dans n'importe quel enseignement exotérique était interdit par Sohrawardi en se référant à Ibn Arabi. Voilà. Première chose éclaircie. Et quel rapport avec aujourd'hui? Rapport, je vous ai déjà signalé, et
ce texte concernant la déclaration en ce qui concerne la vérité dans toute sa nudité comporte une erreur de date. Donc, tout en parlant de la vérité et en pleine vérité, on peut faire des erreurs superficielles qui ne touchent pas au fond. Mais notre propos, c'était quoi? C'était en français, parce que il des langues que je connais, hein, surtout en ce qui concerne imparfait, subjonctif imparfait. Je répète la phrase que j'ai appris par cœur, comme si nous étions été avec toi depuis toujours. J'espère que je n'oublierai pas cette phrase, il faut que je note. Parce que la parole s'envole, le script reste. Et nous tient responsables nos scripts. Voilà. Là, je me réfère à Lacan pour m'expliciter sur cette phrase. Effectivement, pourquoi il est presque impossible de parler d'une praxis qui est digne de son nom, tel que je le comprends, tel que je le conçois, et non pas peut-être Aristote lui-même, ni Gramsci, mais il s'agit profondément, il a quelque chose à faire profondément avec l'écriture de nos rêves, tel qu'il est théorisé par Sigmund Freud, qu'on appelle interprétation des rêves, et dont les étapes sont constituent mes leitmotifs, dont l'un est Luxi, revenir en arrière et avoir eu égard en vue de la figurabilité Darstellbarkeit, si je me rappelle bien, parce qu'en allemand c'est plus éloquent apparemment, et la meilleure traduction se trouve dans les travaux de Jean-François Lyotard, Discours, figure, son grand œuvre. Bon, donc ce sont de mes leitmotifs depuis des années que j'ai unifié sous le titre Anamnésis. Anamnésis, c'est un travail de mémoire, véritable travail. Le mot, effectivement, enfin, si j'ai privilégié cette expression d'Abi Warburg qui travaille à travers les images et non pas des énoncés, les accessoires de vérité, finalement, Beiwerk, il s'agit d'un travail à travers, un travail dont nous essayons de rendre compte et clarifier, si c'est possible, sans aucune gêne, de le rendre public, contrairement à conjuration des mystiques. Moi, j'ai des moments mystiques et j'essaye, en essayant de clarifier ce qui se passe sous ce type de concours de circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Que Husserl, qu'arrive-t-il? Étonnement, c'est-à-dire surprise par rapport à soi-même, dont il était question dans le film de quoi? D'un ton neutre de grand seigneur adopté naguère dans la philosophie et l'apocalyptique. Voilà, Apocalypse, c'est ma mort, bien sûr. Chaque fois unique, la fin du monde, grand titre de l'œuvre d'amitié mortuaire de Derrida. Chaque fois unique, un mot annoncé, c'est-à-dire une hospitalisation risquée annoncée depuis 2 mois, et je suis hors de moi et je travaille comme des fous pour
pour faire le résumé de mon état où dans une seule année j'ai publié 230 textes dans le blogspot intitulé C'est la vie. C'est pas normal, c'est inégalable, c'est-à-dire je ne peux pas me battre, je ne peux pas battre mon record en 2024, alors que je suis plutôt dans la convalescence, dans une condition de, justement, comme disait Kant dans la théorie de sublime, et pour l'épanouissement des forces vitales d'autant plus fort. Deuxième étape de l'expérience du sublime chez Kant textuellement, et j'ai appris tout sur ce sujet de Lyotard, et j'ai gagné mon pain, ma vie, en enseignant dans toutes ces couleurs pendant des années, avant d'être en retraite. Et avec la retraite, sublime ne s'arrête pas. Donc il y a un refoulement extraordinaire des forces vitales et dans la proximité, immédiatité du mort, ne serait-ce que dans le sentiment, ne serait-ce qu'en pensée, ne serait-ce que une certaine Gefühl, je dirais, de Chanel dans ta peau. Dans ta peau, tu sens venir la mort. Et toi, moi je ne suis pas dans une grande santé, mais Nietzsche appelait ça grande santé, donc je fais des films, à mon avis, 2017, qui s'intitulent Convalescence 1, Convalescence 2, et on me réfère à Nietzsche et à bien d'autres. Même, j'allais, même à mon avis, jusqu'à l'homme adamique dans ses enregistrements, dans une île, dans une insularisation, dans une isolation voulue, choisie. Et j'ajoute que chaque fois que je parle du tonneau cabane platonicien élargi et ou devenu étroite comme le comment s'appelle le cercueil de Kafka, qui disait qu'en fait une chambre à l'exacte mesure de mon cœur. Voilà, Soma. Eh bien, le mien, c'est en plein air. C'est pour ça qu'en plein air, c'était sans mur, même pas une vitre. C'est-à-dire que je suis très penché à la vue, à vrai dire, donc je regarde le vide, l'horizon. Après une lecture, je me repose les yeux là-haut. Après un effort physique qui ne consiste qu'à se promener dans les forêts, sur la colline, dans les îles, voilà, toutes sortes d'insularisation dont Derrida a fait quand même la théorie, à mon avis, dans ce texte très long que j'ai traduit, La foi et le savoir, la religion dans les limites bien de source de la religion, dans les limites de simple raison. Là où il s'agissait effectivement, île de Patmos, ça m'a fait flasher le mot Patmos, et je confonds immédiatement chaque fois avec une bourge très historique, très appauvrie, actuellement dans l'extrême
orient de mon pays, la Turquie, qui s'appelle Patnos. Patnos, même la montagne qui existe là s'appelle Patnos, la montagne Patnos, et l'île dans les mers d'Égée, là où il y a écrit un certain Jean, le verset apocalyptique s'appelle aussi, dans son insularisation, île de Patmos. Donc, insularisation, désertification, raréfaction, essolement, isolement, retirement, avoir de réserve, c'est ça le contenu de ma métaphore de tonneau. Pour Kafka, c'était le cercueil. Pour Platon, qui s'emprunte sans se référer à des autres civilisations, c'était le caverne. Et dans le Coran, il y a une certaine projection de ces histoires. Que j'interprète sous le titre de cet tome. Anecdote ou histoire saisissante, profondément ontopolitique et poétique aussi de cet roman et Khitmir. Il faut ajouter bien sûr à ce contexte, toujours comme je fais toujours, Il est nuit, interprété par les Espagnols, ne serait-ce que par ce monsieur, n'est-ce pas, dont le titre, La vie est un songe. Calderon. Et je suis en train de lire maintenant avec en traduction turque, moderne, très saisissant et très clair, limpide, de Mille et une nuits, mais à partir d'une traduction rectifiée de français, donc je suis à terre, comme je jure. Une immense trésor, générateur de Faust, de Goethe, un certain démon, on fait un marchandage, un échange, une transaction de sexe. Le garçon, à la demande de démon, dont son sexe est le démon qui a un sexe féminin, et elle lui donne son sexe féminin, le garçon, et se marie, voilà. Bonbon, elle est finalement fille. Et conclusion de ce récit, un auteur arabe, alors il dit grand Dieu, grand Seigneur, qui est capable de tout, impénétrable de sa volonté, qui décide, enfin, s'il décide un changement de sexe d'une personne, alors qui peut demander pourquoi? C'est lui qui sait la cause finale de tout. Nous nous en réjouissons, soit de l'un, soit de l'autre. Mais effectivement, l'autre démon qui était très content de sexe féminin parce qu'il expérimentait une jouissance insoupçonnée et interminable. Voilà, c'est écrit littéralement. Et il ne voulait pas rendre son sexe propre à ce garçon, et qui se passait comme une fille et bien mariée,
fait marier par son père et qu'elle était très très heureuse. Bon, je peux confondre les deux, mais chaque côté était content, mais le démon, comme il était enceinte, elle était impossible. Enfin, il était impossible qu'elle rende son sexe, surtout à ce moment, d'une hyperbole, d'une vie, d'une femme qui va goûter quand même cette jouissance inégale d'enfanter un être dont la conséquence c'est encore plus impénétrable. Donc c'est pas qu'est-ce qui se passe au niveau d'entendement, de saisissement entre un père et fils, une mère et un fils et une mère et une fille. Et peut-être un père et une fille aussi. C'est une question énigmatique. Qu'on préfère ne pas en parler, en ce qui concerne le concours de circonstances, etc., etc. Et on fait brèche, on interprète pour la meilleure. Mais une chose innommable, en ce qui concerne le secret qui peut garder. Le secret, je dirais, épistémologique qui dépasse vrai ou faux, une histoire d'existence qui est un peu entamée peut-être par Hannah Arendt, parce que c'est rare, son professeur, en thématisant d'une manière intense la mortalité, le moment de mourir, toutes les projections de Dasein en ce qui concerne la mort, effectivement, la natalité, la question de la natalité reste comme question d'emblée. C'est extraordinaire que Hannah Arendt, quand même, très tôt, avec son intelligence extraordinaire, saisit cela comme une vide dans la pensée. Chapeau, chapeau. Ce que je diffère voulais dire d'emblée depuis le commencement de cet enregistrement, c'était pas tout à fait imparfait, subjonctif, mais comme temps, le plus propre apparemment à le définir, c'est ceci que cette chose X, événement ou quelque chose aura été lieu dans un passé, mais dont on se rend compte après coup, jamais dans sa présence, et on déduit ou on en fait un jugement que ça aura été ou ça a dû être ainsi. Donc on fait une certaine mise au point, une approximation qui est de l'autre de la certitude, disons subjonctif pour être simple, subjectif, pardon, c'est la même chose finalement. C'est seulement une subjectivité qui peut proférer des sentences subjonctives. Un véritable sujet qu'on ne peut pas réduire en objet, bien qu'il parle, qu'il aura pu
qu'il aurait pu parler de l'ordre d'objectivité. Mais en général, il s'agit des événements intra-souvenirs de l'ordre d'Erinnerung, d'une certaine ordre d'intériorisation mémorisante ou mémoire intériorisante, bien qu'il soit en rapport avec l'archive segmentaire, fragmentaire. Donc il s'agirait toujours, en fin de compte, d'une sorte de réécriture ou d'un assemblage, pour ne pas dire une synthèse, ce qui fait, pour faire une sentence, c'était ça, ça aura dû être ça. Ça a l'air d'être une synthèse spontanée, instantanée, et qui traverse une chronologie pour en faire une absolue subjective. Je me rappelle le titre de livre de la Coulabert de Nancy, l'absolu littéraire. Ça doit être ainsi. Donc un symbole, création du symbole ponctuel, je dirais, ou pourquoi pas une participation à un symbole déjà établi, ça aussi, comme Shem, cette fois-ci, qui attire un Shem déjà constitué, seulement formellement, à une force, comme une force de gravitation, d'attraction. Un Shem attire toute chambre d'explication. Ça peut être fallacieux, mais la plus forte gagne, c'est-à-dire si le Shem est fort et angulairement, qui joue comme un universel ou comme s'il réjouissait d'une force des universaux. C'est seulement, normalement, c'est seulement les universaux qui doivent attirer le singulier K. Toute détermination ponctuelle doit être subsumée sous un singulier, sinon c'est pas compris, c'est voué à la disparition, sans être jamais disparu finalement. Ça commence une certaine nomadisée de cet élément éparse et je dirais comme une lettre, au sens étroit du terme, une lettre d'alphabet, ou lettre au sens officiel du terme, c'est une lettre qu'on voit, lettre qu'on reçoit, qui trouve toujours son destinataire. On ne peut jamais peut-être imaginer, malgré la circumnavigation qui peut prendre des années, qu'une lettre soit perdue. Donc, elle arrive toujours à son destinataire. Ou destinateur. Personnellement, moi, je gardais toujours les photocopies des lettres que j'ai écrites, des lettres qui sont importantes, qui sont devenues finalement une partie de mon roman romanesque dont le titre est toujours ici, cité par la partie, et jamais donné le nom générique du titre,
c'est-à-dire le parti assez long, mais qui commence 1001 nuits, 1001 nœuds, qui comporte un sous-titre les réflexions inconséquentes. Voilà. Comme des solutions improbables de Al-Fajari et de sa pataphysique. Alors, l'être. Le même article, en imitant celui de Derrida qui est le plus connu, l'article intitulé La différence, qui commence par dire je veux vous parler d'une lettre. Mais quelle lettre? J'ai écrit, après des années, un article qui s'appelle Je veux vous parler d'une lettre, en citant bien sûr Jacques Derrida, et cette lettre c'était dans l'alphabet arabe, c'était Waw. Qu'on fantasme sur Waw, W, quelque chose comme ça, en arabe, W, qui a une forme d'une certaine, disons, ventre d'une porteuse, avec une pointe juste au milieu. Donc ça a une forme d'une certaine tournure, ça représente une matrice maternelle. Donc tout le monde se fantasme dans la poésie, se dormir à l'intérieur d'un Waw, en tant que lettre. Mais depuis assez longtemps, je voudrais vous parler d'une autre lettre qui est tout simplement Z dans l'alphabet latin, que dans son alphabet télévisé ou en vidéo, et Gilles Deleuze parlait longuement, de manière étonnante, de la lettre Z, en disant que chaque philosophe doit comporter dans son nom propre une lettre Z. En se référant à lui-même. Deleuze, bien sûr, comporte une Z, et il citait le nom de Bergson, et il nous conseillait de le prononcer comme Bergson, et non pas Bergson. Voilà, quel culot, quel courage, quel lettrisme qui nous faisait. Moi, Z, pour moi, effectivement, notre tableau structuraliste des 4 quadruples de la représentation, y compris une transformation, c'est-à-dire un 4e point qui reste en suspens. Et depuis longtemps également, sur ce sujet des 4, dont la thématisation est faite à partir d'une lecture herméneutique d'un roman de Philippe Sollers, Nombre, tout en précisant que je ne suis pas numérologue, etc. Et cette 4e dimension fut l'objet de mes spéculations qui va jusqu'à un Messie sauveur, et là effectivement mon audience était baisée tout d'un coup. Donc il faut faire très attention pour dire la vérité en ce qui concerne la montagne, non pas magique, mais sa victoire concernant 16 ans. Le peintre, comme nous, doit parler très peu. Alors, Z, pour moi, leitmotiv ou la forme, la chaîne structurante, matricielle, d'une série de poèmes que j'ai écrits
intitulé Le livre du soir, tout simplement. Donc je fais l'état dans une série d'enregistrements qui est restée inachevée et qui s'appelle Bibliobiographie, que je n'arrive pas à achever. C'était enregistré en me promenant dans le jardin de mon hôpital. Donc, j'étais accéléré vers la fin, donc j'avais coupé court. Alors que il y a toute une série d'œuvres achevées et non éditées, dont l'un intitulé Le livre du soir, qui est sûrement par mes soins était inclus dans une autre série, c'est-à-dire un volume de poésie dont le titre m'échappe, mais ça devait peut-être mosaïque, oui, un recueil de poèmes finalement, dans le titre mosaïque, parce que le livre du soir, finalement, ça devait être une trentaine de pages. Ça ne peut pas être édité comme un livre indépendant. Mais c'est écrit à Paris, face à la coupole de Val-de-Grâce, dans ma chambre de bonne, tous les soirs, à la tombée du soir, toutes les journées dans la même heure, suivant peut-être les sonneries des glas, c'est pas sûr, mais accompagnant un certain son de trompette ou des autres instruments aériens, je dirais. Bon, et qui donnait, enfin, c'était des sonneries et des Schola Cantorum, il s'agissait des exercices instrumentaux des étudiants ou des maîtres qui donnaient un certain charme, une forme à mes poésies. Dont l'un de cette série, presque toujours concernait Constantinople, Istanbul, la ville de mon enfance, donc l'enfance berlinoise ou l'enfance istanbuliote, dont l'un des quartiers associés à des hirondelles qui tient une place très importante dans mon dernier roman qui s'appelle Aux yeux tortues, etc. Bon, ce quartier-là, effectivement, c'est devenu un point de fantasme à cause de ce poème, mais avant que ce poème soit écrit, donc ce quartier était avait un certain effet de fixation dans mon esprit, donc schématiquement, à cause de quelques grands oncles, Bailau, Uncle Bailau, qui habitait là, l'ancien Samatia, Samoteka. Cette tour, là où j'ai composé et chanté, exercé, enregistré en même temps dans un jour d'hiver, cette énorme poésie intitulée Causa Sui. Voilà, l'histoire de Z, la lettre, dont le récit est entendu, ou bien achevé. Z suivez le mouvement des lignes de Z. Vous arriverez à la fin et vous retournerez au point de commencement. Vous obtiendrez tout ce que j'ai obtenu
vers la fin de mon roman 2019, et au début de 2020, intitulé L'histoire de Cevheri. Cevheri, ça s'entend en turc, substance, histoire de la substance, alors que c'est un nom propre de ma tante, que j'adorais. En l'occurrence, Cevheri ou Cevheri, c'est un homme arabe dans mon roman. L'extrême respect s'oblige sous le joug de l'humanité par une singulière exemplarité de Alikit. Dites singulière, pluriel, Alikit. Dites non totalisable et prêt à totaliser. Quitte à penser que on peut laisse en paix. Voilà une idée pratique, impraticable, par une simple raison. Les lieux de pratique ne existent guère. Donc on peut en parler en toute liberté, au prix de déformer l'histoire, mais pour être encore plus fidèle, bien sûr. Un script ne peut déformer l'histoire qu'en fonction, non pas du souverain, mais de l'histoire du présent qu'il a saisi du fond en comble. Alors, sans oublier mon propos trop empirique, alors il fallait, si j'avais cette capacité, vous conter un conte persan, soit azéri, soit la conte adoptée du voisin. C'est encore mieux. Avec le mot étranger, c'est encore plus convaincant. C'est plus originel. Une histoire de sédentaire racontée par le nomade, rêveur. Alors le sujet soit aquatique. On parle par là. On commence par l'abstrait, aquatique, élément aquatique. Imaginons non pas tonneau, cette fois-ci un dôme, à septième, aérien, vapeur, la force, retenue, une certaine segmentalisation, une certaine distance en proximité, socius, un nom pas encore munus, par royal. Et on aperçoit une elliptique, une aller-retour de centre, regard, échange et de cercle s'encroisent. Ce qu'on appelle le mouvement ovale. Fils, j'ai oublié mon propos. Je n'aime pas trop description des lieux de San Marco. Il y a deux noyaux sceptiques. L'un souverain, l'autre résistant pour caricaturer et schématiser la chose. Le souverain sceptique parce qu'il ne se croit pas, parce qu'il n'a aucun pouvoir physique pour peser sur la Chine en son entièreté. Et le sceptique, ce n'est qu'un sujet assujetti. Il est en réserve. Il doit
il est obligé de s'exhiber en produit, donner la part maudite au souverain comme tribut à payer. Donc, il y aura toutes les raisons de s'en faire une réserve, une retenue, en toute application, en fonction du roi en plein temps. La nature, fort, n'attend pas la volonté ou l'arbitraire ou, comme on dit, les caprices du roi, du souverain. Le souverain doit se plier devant les exigences de sa technologie limitée qui ne contrôle même pas. Il devait y avoir une figure qu'on appelle alter. En général, on s'accommode de placer à la place vide de cette figure un juif, non pas errant, mais prédicateur, qui connaît le texte et qui cache sa religion, monothéiste, ridiculement monothéiste. Il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est l'atmosphère de Daniel. Alors, on a entendu, non pas dans la mosquée, dans le meilleur des cas, on peut entendre, parce qu'il s'agit de versets indéniables, mais c'est en arabe, donc on chante, on danse, on sort, on dit au revoir, alek, salam, salam, alek, quelque chose comme ça. On ne comprend rien de la religion, parce qu'on ne lit pas. Si on lit en prosternation et en début ou en se pliant. Donc, l'islam sunnite ou alévite, inégal, est devenu un philistinisme total. Enfin, le mot n'a rien avec un territoire occupé de Cisjordanie. Qu'est-ce que ça veut dire 6? Qu'est-ce que ça veut dire Jordanie? Pourquoi 6? Hein? Moi, j'habitais 11 rue de Féanty, il y avait 11 bis réservés aux touristes filles adultères américains. Donc, un 6 et un bis, ça fait une balle dansante chez les pompiers. Alors, trêve de plaisanterie, c'est pas sérieux. Ces dénominations comme Indochine, c'est où? C'est où? Montrez-moi un Indochine. Alors, je trace dans mes rêveries une ligne, une carte, là où il y a une Cisjordanie, ce que les musulmans appellent Gaza. Gaza veut dire la guerre, tout simplement, la guerre sainte. Si un chrétien, un bouche, père ou fils, prononcerait par inadvertance le mot à croisade, il est banni. Parce que la guerre sainte, c'est croisade. Pourquoi il est banni? C'est la réalité. Amérique, pourquoi s'interdirait de faire une guerre sainte, une croisade, dans les terres dites saintes, contre les musulmans? Parce que avec le commencement de l'Empire ottoman, les croisades sont terminées. Seule unique réussite de l'Empire ottoman, c'est couper toute voie, tout accès aux terres saintes pour les croisades. Missionnaires peuvent entrer, sortir et rester séjourner. Et par cette frustration totale
en bloc en toute Méditerranée jusqu'à Maroc, Tunis, invariablement d'ethnie berbères, arabes, les Turcs ont dominé contre les catholiques la Méditerranée pour empêcher tout accès et jusqu'au point de les faire oublier toute expérimentation religieuse sur place, c'est-à-dire dans les lieux sacrés, dans l'alentour, y compris Jérusalem, Syrie. Voilà. Ben. Donc, ce qui reste depuis l'étudiant apprenti de Grand Alexandre, étudiant d'Aristote, qui était très mal éducateur, apparemment, qu'il a envoyé jusqu'à l'Afghanistan, parce que Terre Sainte, c'est facilement traversable. Eh bien, un mal enseignant comme Aristote et encore pire étudiant, Alexandre le Grand, qui est sourd d'oreille et qui comprend va, c'est-à-dire nah, drank, nah. C'était quoi? Osten, oui, drank, nah, Osten. Le précepte orientaliste de tout germain du siècle précédent. Il a fait, il n'a pas réussi, il est rentré et il est mouru. Eh bien, l'autre, César a fait son maximum, mais il n'a obtenu qu'une secte judaïque qu'on appelle christianisme. Eh bien, le reste, ça ne se termine pas. Il faut compter Mehmet II, conquérant, pourquoi pas à la fin de l'Empire ottoman, un certain Abdulhamid qui a donné 5 sous tout Jérusalem aux Juifs. Il a ouvert à l'habitation de toutes sionistes les Terres Saintes. Donc, à l'échange de quoi? À l'échange d'une construction de chemin de fer qui passe de son palais à Istanbul, qui devrait aller en Syrie jusqu'à Bagdad, ce qu'on appelle le chemin de fer de Bagdad, dont le commencement est Sirkeci et Haydar Pacha. Donc, Sirkeci, c'est le palais de Topkapı. Eh bien, rien à voir, parce que c'était toujours comme ça, une histoire de marchandage, diplomatie interforce, disons. Mais il manque Napoléon, soit il a trop lu des romans romanesques sur Julius César, unification germano-romain, etc. Il a raison parce que le pape, il dépassait ses limites. L'Angleterre, depuis le XIIe siècle, il avait pris ses distances avec l'Europe à cause du Vatican. Pape, c'est pas Vatican, c'est pas christianisme, mais la personne et manière de apprendre le christianisme par en la personne de pape et sa fille
qu'on appelle la France, la fille de la chrétienté, la fille de la chrétienté, la France vierge. Eh bien, soyons sérieux, Napoléon, en toute hâte, il est allé pour faire campagne en Égypte avec tous ces peintres, archéologues, scientifiques, biologues et tout, curieux de savoir comment on régnait, quel était le sens profond de la régence, parce que on a vu l'échec ridicule au comble de Louis XIV. Ridicule. Comme dit Renan dans toute clarté, Versailles, notre Versailles, c'est Prostanum, toutes les déités pour réanimer le christianisme morne. Toutes les déités grecques, hellénistes de toutes les époques sont ressuscitées et dans une rigidité déplacée de sens. C'est un échec total, Louis XIV. Donc la religion, c'est une civilisation vidée de l'intérieur, vidée de ses intestins, de ses entrailles, qu'on appelle la France, bien sûr, avec ses annexes autour, Hollande, très catholique, Espagne, avec ses holocaustes en Amérique du Sud, et les Anglais, avec leur future famine appliquée aux Irlandais qui va éclater, accélérer l'immigration vers l'Amérique, dont le résultat serait, en passant par votre Franklin. Voilà. Donc, les États-Unis, une histoire moderne de tuerie, putain, hispanique. Innommable. Donc, il faut féliciter l'État actuel des États-Unis, même avec les murailles contre le Mexique, pour qu'il le réserve jusqu'à la fin des temps et qu'il oublie vite son histoire. Immonde! De l'autre côté, effectivement, Andalousie est tombée, Constantinople est devenu une nouvelle cosmopolitisme que Mehmet II Conquérant a invité pour peupler quand même la ville vidée, a invité les Arméniens de l'Est pour qu'ils apportent leur savoir-faire à la ville, qui ne disputait que les théologie négative et le sexe des anges, bien connu, et tous les fresques dans l'église de Cora, presque invisible, lointain, coupole ornementée, se converser de l'histoire finie du christianisme, de ce commencement jusqu'à la fin en Byzance. Donc la Byzance entière était prête à offrir la clé d'or de la porte de la ville de Constantinople aux premières venues, pourvu qu'il soit de la famille ou de la dynastie ottomane et non pas de l'autre seigneurie
de Seltchoukides, parce que eux, ils étaient encore pires, les Ottomans, les frères ottomans, ils étaient encore pires de n'importe quel Génois, de Venise, de Rome, de Pape. Et ils étaient en plus contrôlés par Bagdad, Caire, Damascus, mais par leur force, seulement par la vitesse de leur mouvement et par leur tuerie, c'est-à-dire entre les frères, hein? Osman, Orhan, Ertuğrul, Süleyman Père, ils s'entretuaient entre tous ces principautés, coincés dans un petit endroit qui représente la totalité de l'Europe, en féodalité, et jusqu'à la fin de leur règne, ils ne permettraient absolument pas aucun signe de féodalité. Et pour nous, qu'ils restent souverains, souverains de quoi? Calife de prophète, représentant de prophète. Honteuse histoire. Tuerie entre les frères. Même une mère consentait qu'on tue, c'est-à-dire qu'on étrangle, parce qu'il est interdit de verser le sang d'un musulman. Donc on s'étrangle, on se contaminait par les plus insoupçonnés poisons pharmacons et comme rhétorique, comme place sociale, comme tribunal, comme échange libre de paroles, il n'y avait que des lettres qu'on peut écrire en 3 langues mélangées, mixtes, qu'on appelle ottoman, dont est composé persan, arabe et grammaire turque, quand même, un peu, hein, pas grammaire persan, c'était encore plus dominant et compréhensible comme le français. Ça, qui serait le langage d'éducation chez les élites à la fin de l'Empire. Voilà notre histoire, vidée comme n'importe quel pays d'Afrique. Les mêmes politiques et le même... eh bien, quand ceci, l'âme sensible des élites ou des populaces chantaient, écrivaient des poèmes très intériorisants, très hébraïsants, et très chiffrés, très symboliques. On s'endort de temps en temps, en exil à Paris, en apprenant certaines tournures de phrases symboliques à la manière de certaines écoles françaises de la poésie qui a trouvé des solutions pour parler, pour écrire contre l'oppression, contre la tuerie et contre la poursuite. Voilà, exactement la même chose. Imitation totale et les orientalistes, certains orientalistes appellent le type de pouvoir oriental. Et ultérieurement, les marxistes se sont résolus de l'appeler mode de production asiatique. Comme le comble du ridicule. Ben, d'un temps, mon lecture préférait indiquer Bertolt Brecht, avec toute sa théorie, avec
ses écrits assez intelligents, y compris à la chinoise. Eh bien, ce monsieur, que je ne connais pas ni sa biographie, mais c'était quelqu'un hardworking people in United States, dans l'inquisition de McNamara, donc chasse aux communistes, pour une simple mise en scène de l'opéra de Cassou, qu'il a écrit tout. Alors, il est juif ou protestant, je ne le sais pas, mais il est l'un des justes tant qu'il peut faire ce mais vu d'aujourd'hui. À l'époque, c'était mon guide indiscutable, insondable. De simple raison qu'il ne cachait pas ou qu'il professait qu'on ne cache pas le mode de production dans lequel on produit une catharsis ou ce qui semble à une catharsis, un tableau. Donc, il écrivait beaucoup alentour, en marge de sa production essentiellement théâtrale. Il était un homme de pensée dont le théâtre était pour lui c'est une occasion, ça discutable. Était-il un catholique? Voilà une question très importante. Un réformé, enfin plutôt un catholique sous l'aspect ou masque d'un réformé allemand, qui veut dire politique pour lui, pour sa mentalité. Il a bien écrit, il s'est bien exprimé, il a laissé des traces qu'on puisse comprendre. Et ce que j'ai retenu rester fidèle jusqu'au bout, c'est d'abord par honnêteté, par probité, il faut montrer tout le processus de production de son œuvre, s'il s'agit d'une œuvre, et non pas après, non pas avant, comme une livret d'opéra, mais accompagnement en annexe, comme manifeste, mais dans le même. Voilà. Ce qui change de tout et qui ramasse et qui accomplit le sens ultime de Gesamtkunstwerk en fragments, et non pas un grand opéra. Il s'agit d'une opéra de Katsu. Si vous l'avez compris jusqu'à là, vous l'avez compris. Sinon, vous avez besoin de cours suivis. Quel était donc le sens de cette déclamation intitulée « Ne dis pas que je philosophe, mais je sauve ma vie », n'est-ce pas? Le principe stoïque. Le moment voulu, le moment propice devient précepte. Et l'insécurité de la territoire. Pour moi, vous voyez le table de consultation.
ultérieur. Ce n'est pas tout à fait Schola Cantorum, mais c'est aussi inspirant car il s'agit d'une répétition régulière des notes, bien sûr, par instinct.